Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Coup d'envoi des consultations parlementaires au palais de Baabda, où nous allons tout de suite en direct justement pour écouter les députés s'exprimer à l'issue d'un entretien avec le président Aoun. اساسا انتم صار كن زمان بتجوا على القصر بتحضروا الاستشارات الملزمه. كان يجي مثلا بهية الحريري اجت وحده مره على القصر واسم الكتله كلهم بيجوا وحده نفس الشيء، ما في مشكله هيدي. عرف بلا كلتنا نحن وياه 3 اصوات. لا هلا بيحكي، خليه يحكي. تفضل احكي. قبل كل شيء بنحب نهني لبنان بانتصار الديمقراطية. ثانيا بنحب نهني بالرئيس الجديد وشعة الشمس على القصر. وما رح نطول بالكلام، رح نسمي الرئيس الحريري تيكون رئيس حكومة، ونتمنى انه ترجع المؤسسات وكل شيء كان اللي ورا انه يرجع لقدام بتواجد وبتنسيق بين الرؤساء الثلاثة. شاكيد عم نحكي باسم وزير سليمان بيك بعد اجتماع نحن وياه كلفنا انه نقول هالكلام. هل النائب سليمان الفرنجي يقاطع قصر بعبدا عشان هيك؟ لا قطعا بس كلنا بنعرف وضع البلد كيف هو، ونقدر انه نكون موكلين نحن انه نتكلم باسمه. نحن عم نحكي بالعموميات وانه ما في لزوم لهذا الكلام. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية وإن شاء الله بيكون خير على لبنان. Vous l'aurez compris, le camp de Stéman Frangié nomme Saad Hariri pour la formation du prochain gouvernement. Tout de suite, donc, les titres de cette édition. Et vous l'aurez compris, coup d'envoi des consultations parlementaires au palais de Baabda, 48 heures après l'élection de Michel Aoun à la présidence de la République. Le chef du CDF, Saad Hariri, est pressenti pour présider le prochain gouvernement. Réunion mensuelle des évêques à Abkerki. Les prélats appellent à la formation rapide d'un nouveau gouvernement qualifié qui puisse relever les défis en œuvrant selon le principe de l'union. Et à l'est de Mossoul, les combats continuent aux frontières de la ville. Les forces spéciales irakiennes tentent de stabiliser la zone industrielle et le village de Godjali, voisin de la deuxième ville d'Irak. Bienvenue à vous tous. Coup d'envoi des consultations parlementaires au palais de Baabda, 48 heures après l'élection de Michel Aoun à la présidence de la République. Dès 10 heures ce matin, les parlementaires libanais donc ont afflué au palais de Baabda afin de s'entretenir avec le président Aoun pour annoncer le nom du candidat qu'ils soutiennent. Également au palais présidentiel, le Premier ministre sortant Tamam Salam, les ex-premiers ministres Najib Mikati et Fouad Signora, le vice-président du Parlement Farid Makari ainsi que plusieurs blocs parlementaires dont ceux du changement et de la réforme et du courant du futur. L'ancien Premier ministre Saad Hariri est pressenti pour présider le prochain gouvernement, mais la grande inconnue reste la position du tandem chiite Hezbollah-Amal. Et à ce propos, à l'issue de leur réunion hebdomadaire, les députés du bloc du président de la Chambre, Nabi Berri, ont refusé de se prononcer sur le nom du candidat qu'ils soutiennent. La question de la nomination d'un candidat à la présidence du Conseil revient exclusivement au président Berri et c'est lui qui l'annoncera. Dixit, le député Anwar Khalil. De son côté, le député Ali Fayad, membre du bloc parlementaire du Hezbollah, a annoncé depuis Ain Etineh que sa formation a reporté la date de son entretien avec le président Aoun pour davantage de concertation. Je vous disais en titre, les évêques maronites ont appelé ce mercredi à la formation rapide d'un nouveau gouvernement, un gouvernement qualifié qui puisse relever les défis en œuvrant selon le principe de l'union. Dixit, les évêques, à l'issue de leur réunion mensuelle à Abkerki, après avoir félicité le président Aoun pour son élection à la magistrature suprême, eh bien les prélats maronites ont appelé à voter une nouvelle loi électorale qui assure une juste représentativité. Les législatives sont censées se tenir en juin 2017. À l'est de Mossoul, en Irak, les combats continuent aux frontières de la ville. Les forces spéciales tentent de stabiliser la zone industrielle et le village de Godjali, voisin de la deuxième ville du pays. Mais pour l'heure, il n'est pas question d'entrer dans cette ville. Reportage.
Ce faubourg situé à la périphérie de Mossoul est le secteur le plus avancé conquis par la coalition anti-Daesh. Les forces spéciales irakiennes sont entrées hier dans la deuxième ville du pays. C'est la première fois depuis 2 ans que des soldats irakiens posent le pied dans le fief du groupe État islamique. Nos troupes ont pris une chaîne de télévision de Mossoul, ce qui veut dire que nous avons pénétré dans la ville de Mossoul. Et c'est une bonne nouvelle pour les habitants. Les opérations pour libérer la ville ont vraiment commencé. Pour l'instant, l'armée irakienne doit sécuriser chacun des villages repris au groupe État islamique. Comme ici, à Bazouaya, à 5 km à l'est de Mossoul. Les forces spéciales progressent avec précaution, maison par maison, à la recherche d'engins explosifs et d'éventuels djihadistes. L'assaut final contre Mossoul pourrait être lancé dans les heures qui viennent, entraînant une fuite massive des habitants de la ville. Des centaines de personnes quittent déjà les villages touchés par les combats. Des familles entières et de nombreux enfants juchés sur des camionnettes ou des camions. Plus de 20 000 personnes ont déjà été déplacées depuis le début de l'offensive. D'autres pourraient servir de bouclier humain pour les djihadistes. Les Nations Unies s'inquiètent pour des dizaines de milliers de civils transférés de force par le groupe État islamique. Vous l'aurez compris donc, depuis l'entrée des forces irakiennes dans la ville de Mossoul, contrôlée par l'État islamique, les organisations humanitaires se préparent à une fuite massive des habitants. Reportage. Elles sont presque toutes yézidis. Des rescapés venus trouver refuge dans le centre d'accueil de Dohuk, en territoire kurde. Cette jeune femme, dont le visage restera secret, accepte de témoigner. Elle livre quelques détails sur les 15 mois passés aux mains de combattants du groupe État islamique. Gravé dans sa chair, le nom de l'homme qu'elle a été forcée d'épouser. Nous étions leurs esclaves. J'ai été vendue à 5 hommes différents. Ils étaient de Mossoul, Tafar, Anbar. J'ai essayé de m'enfuir à plusieurs reprises. Par 3 fois, j'ai tenté de me suicider pour qu'ils ne puissent plus me toucher. Soignées par les équipes du centre, elles tentent de se reconstruire, mais la plupart d'entre elles souffrent de graves dépressions. C'est très difficile, c'est au-dessus de mes compétences. Je reçois des victimes ici depuis plus de 2 ans et toutes sont détruites. Chaque histoire est encore plus terrible que la précédente. Je vois arriver des fillettes de 9 ans violées, des femmes battues, humiliées. 800 jeunes femmes et jeunes filles sont pour l'heure hébergées dans ce centre. Alors que la bataille de Mossoul est lancée, leur nombre pourrait encore augmenter, sans que l'établissement ne puisse être préparé à un tel afflux. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle pause humanitaire à Alep, deuxième ville syrienne ravagée par des bombardements, sera mise en place vendredi pendant 10 heures sur ordre du président Vladimir Poutine. Annonce ce mercredi de l'armée russe. En attendant, les combats se poursuivent notamment dans l'ouest de la ville. Myriam Amelal. Cette maison semble ordinaire, mais son entrée conduit directement à un tunnel creusé par ses occupants pour se protéger des bombardements. Son accès est compliqué, mais les enfants habitués à s'y réfugier semblent s'en accommoder. Ici, ils se retrouvent entre cousins ou voisins, font leurs devoirs, s'amusent, sans complètement oublier pourquoi ils sont là. Nous avons creusé ce tunnel pour échapper aux bombardements et aux raids aériens. Il aura fallu 15 jours complets pour creuser ce tunnel. Une seule pièce pour toute la famille et plus encore. Mes parents et mes voisins se cachent dans cette cave durant les bombardements. Ici à Douma, dans la banlieue de Damas, ville assiégée par le régime syrien depuis 2013, beaucoup de civils ont creusé eux-mêmes des tunnels sous leur maison pour s'y protéger des bombardements qui se sont d'ailleurs intensifiés ces dernières semaines. Allez, on marque une pause, on se retrouve tout de suite après.
Retour sur le plateau de l'info à Calais. Les premiers mineurs ont quitté ce mercredi les conteneurs du centre d'accueil provisoire installé dans l'ancienne jungle. Ces adolescents vont donc être conduits vers des centres d'accueil et d'orientation un peu partout en France où leur dossier sera examiné. Leur évacuation doit se terminer dans la soirée. La plupart d'entre eux veulent aller au Royaume-Uni, mais plus aucune demande de transfert ne sera traitée à Calais. Les explications de Laure Wagner. Le premier car est parti à 8h30. À bord, 43 mineurs direction Carcassonne dans le sud de la France. 10 minutes plus tard, un deuxième bus quitte le camp avec d'autres mineurs. 30 véhicules ont été réservés pour évacuer les 1500 jeunes isolés qui attendent à Calais. L'opération, supervisée par la préfecture du Pas-de-Calais et les autorités britanniques, se déroule dans le calme. C'est une bonne nouvelle, ça se passe bien, dans le calme. Ce qui est important de souligner, c'est qu'on a fait bien sûr un travail préparatoire avec les mineurs. Et hier notamment, nous avons fait des maraudes communes avec nos amis britanniques. Des conteneurs blancs ont été installés dans l'ancienne jungle pour accueillir les mineurs dans un centre d'accueil provisoire. Tous attendent de monter dans un car pour rejoindre les 60 centres d'accueil et d'orientation qui leur ont été dédiés dans plusieurs départements français. Mais la plupart d'entre eux continuent de rêver d'Angleterre. Je n'ai pas de famille au Royaume-Uni, mais je ne veux pas rester ici en France. J'ai vécu dans la jungle pendant 4 mois et 12 jours. J'ai essayé, mais c'est trop difficile. Ces dernières semaines, 300 jeunes ont pu traverser la Manche avec l'accord du ministère britannique de l'Intérieur. Les autres devront maintenant attendre que leur dossier soit examiné dans leur nouveau centre d'accueil. Toujours en France, quelques centaines de policiers en colère se sont de nouveau rassemblés à Paris devant la pyramide du Louvre. Ils manifestent leur défense contre le gouvernement, mais aussi envers leurs syndicats. Hormis les sirènes de voitures passant à proximité, c'est en silence qu'environ 500 policiers se sont à nouveau rassemblés hier soir devant la pyramide du Louvre. Certains en civil, d'autres avec leurs brassards de police. Tous se disent insatisfaits des mesures annoncées par le ministre de l'Intérieur. On ne demande pas forcément des gilets pare-balles, on ne demande pas forcément de l'armement supplémentaire. Les hommes de terrain ont des besoins, mais dans les bureaux, les enquêteurs en matière judiciaire ont aussi des demandes. On peut vous dire une chose, c'est qu'on n'arrive plus à bosser. Venu lors des précédents rassemblements, ce policier dit être convoqué par la police des polices. On me reproche d'avoir été présent sur des mobilisations organisées par les collègues. Du coup, c'est pour ça que je suis convoqué à l'IGPN. Et pourtant, vous êtes toujours là ce soir? Bien sûr, et je serai là ce soir, je serai là tant que les collègues seront là, et on est déterminés à aller jusqu'au bout. Présent également lors de cette mobilisation, de simples citoyens et des pompiers. Dans le reste de l'actualité internationale, Donald Trump, regonflé à bloc à une semaine de la présidentielle, le candidat républicain rattrape Hillary Clinton dans un sondage. Il s'agit de l'étude ABC Washington Post, selon laquelle le milliardaire recueille 46% des intentions de vote contre 45% pour Hillary Clinton. C'est la dernière ligne droite. Les quelques meetings qui peuvent faire basculer les indécis. Hillary Clinton et Donald Trump battent la campagne. La démocrate a choisi la Floride, un État clé stratégique dans l'élection. Hillary Clinton, affaiblie par l'affaire des emails ces derniers jours, a multiplié les attaques contre son adversaire républicain en revenant sur son rapport aux femmes. Mais qu'en est-il de nos filles? De nos filles qui regardent tout ça? Que devient leur confiance en elles? Leur estime de soi? Vous imaginez quelqu'un comme lui qui devient président et qui insulte plus de la moitié de la population des États-Unis? 2000 km plus au nord, c'est dans le Wisconsin que Donald Trump faisait campagne, un État traditionnellement démocrate où le candidat a lancé un appel aux électeurs qui ont déjà fait leur choix. J'ai un message pour les électeurs démocrates qui ont déjà voté pour Hillary Clinton et qui tout à coup sont pris de remords. Le Wisconsin est l'un des quelques États où vous pouvez changer votre vote anticipé si vous pensez avoir fait une erreur. Donald Trump pour d'autres réactions.
المستقبلية وتمنينا بنفس الوقت على معاونيه أن يكونوا في نفس الجو، ولكن بما يخص رئاسة الوزارة لم نبلغ بأي اسم، آملين أن تكون الثقة المعطية بالمستقبل حول برنامج، نعطي الثقة حول البرنامج. أما حتى الآن ما ظهر من كلام من دولة الرئيس الحريري كونه المرشح الوحيد ما كتير بيشجعنا أنه نكون حديته إلا بالمستقبل على أساس تغيير هذا النهج حتى تتكامل كل الصورة ونرجع إلى اتفاق الطائف اللي هو بيجمع كل الناس ويجمع بوزارة فيها تتمثل جميع الأطياف والأحزاب كما كان في عهد والده، ونحن معه ساعتها نكون على الخط. وشكرا. Vous l'aurez compris, donc abstention du parti Baas pro-syrien qui n'a donc pas désigné de Premier ministre. Retour à l'actualité internationale, en Corée du Sud, cette fois, la présidente Park Geun-hye vient de nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau ministre des Finances. Ce remaniement partiel vise à apaiser une opinion publique outrée par une série de révélations concernant une conseillère occulte de la présidente. Elle entame ce mercredi sa 3e journée d'audition. Choi Soon-sil devrait ensuite être placée en détention provisoire. Surnommée Rasputin par les médias sud-coréens, cette proche de la présidente est visée par une enquête pour trafic d'influence et corruption. Elle aurait profité de ses entrées pour extorquer de l'argent aux grands conglomérats du pays. Des accusations qui ébranlent la présidente Park Geun-hye. Elle se faisait conseiller par Choi Soon-sil sans que celle-ci n'occupe aucun poste officiel. Aujourd'hui, la majorité des Sud-Coréens souhaitent la démission de la présidente de la République. Pour tenter de reprendre la main, elle a limogé son Premier ministre et forme une nouvelle équipe. Au vu de la situation actuelle, la présidente Park a organisé un remaniement et a décidé de remplacer le Premier ministre, le ministre des Finances ainsi que le ministre de la Sécurité publique. Une décision qui vise à former un cabinet d'union nationale à coloration politique neutre et ainsi calmer l'opinion publique. Park Geun-hye avait également présenté vendredi des excuses publiques qui n'ont pas convaincu la population. Selon un sondage, moins de 10% des Sud-Coréens approuveraient l'action de la présidente. Direction le Venezuela où après la rencontre entre le gouvernement et l'opposition sous les auspices du Saint-Siège à Caracas, les efforts pour un dialogue national donnent leur premier résultat. L'opposition majoritaire à l'Assemblée devait se prononcer ce mardi sur la responsabilité du président Nicolás Maduro, mais la décision a été suspendue par la MUD qui a décidé de calmer le jeu pour favoriser le dialogue. Les explications de Serine Bey. Ils attendaient que le président fasse un pas vers eux. Depuis la libération mardi de 5 de ses membres, l'opposition vénézuélienne veut laisser une chance au dialogue avec Nicolás Maduro, en suspendant notamment le vote prévu contre le président socialiste, avec toutefois quelques réserves. Cela ne veut pas dire que nous attendrons 6 mois pour voir ce qu'il va se passer. Si le gouvernement ne fait aucun compromis, alors nous arrêterons tout. Du côté des soutiens à Nicolás Maduro, on estime que la décision des opposants est logique. Les raisons données pour tenir ce procès et la manière dont cela a été organisé sont anticonstitutionnelles. Pour prouver son engagement dans le dialogue, l'opposition a également décidé d'annuler la manifestation prévue ce jeudi, une marche qui devait mener vers le palais présidentiel de Miraflores. Nous pensons qu'il est dans notre devoir d'agir dans le but d'éviter tout conflit, toute confrontation et de laisser une chance au dialogue que nous avons entrepris.
Quelques jours plus tôt, sous les auspices du Vatican et de l'Union des Nations sud-américaines, les deux parties sont tombées d'accord sur un calendrier de discussion. Elles se retrouveront le 11 novembre pour de nouvelles négociations. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Coup d'envoi des consultations parlementaires au palais de Baabda, 48 heures après l'élection de Michel Aoun à la présidence de la République. Le chef du CDF, Saad Hariri, est pressenti pour présider le prochain gouvernement. Réunion mensuelle des évêques maronites à Pierrefitte. Les prélats appellent à la formation rapide d'un nouveau cabinet qualifié qui puisse relever les défis en œuvrant selon le principe de l'union. Et à l'est de Mossoul, les combats continuent aux frontières de la ville. Les forces spéciales irakiennes tentent de stabiliser la zone industrielle, le village de Gojali, voisin de la deuxième ville du pays. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne.